Salut mes écolos préférés. La climatisation. Quel gros mot. Nous les écolos, on se méfie de la clim et pour cause. Entre 2022 et 2030, on aura une hausse de plus de 40% de conso électrique pour la climatisation. Le nombre de climatiseurs dans le monde passerait de 1,6 milliard d'unités à 5,6 milliards d'ici 2050. Ça craint. La conso pour se refroidir va dépasser celle pour se chauffer. En Europe, la consommation pour le refroidissement des bâtiments devrait croître d'environ 72% d'ici 2030, tandis que le chauffage décroît de 30%. En Europe, posséder un climatiseur augmente la consommation électrique des ménages de 10%. En France, pour l'instant, son utilisation est faible, 25% des foyers équipés, plus que des pays où il fait plus chaud, comme en Grèce, mais très loin des Américains et des Japonais, chez qui 90% des foyers ont une clim. Il y a donc bien une dimension culturelle. Faut-il l'interdire, l'encourager, comment l'utiliser de façon écolo? Alors ici, on n'est pas dans la discussion de comptoir. Alors j'ai fait appel à mon thermicien préféré, Jonathan Gandhi, et on vous a préparé une vidéo aux petits oignons dans laquelle on remet en cause pas mal de préjugés autour de la clim. Je vais être un peu dur. Ceux qui sont contre la clim ou qui disent que c'est une solution de maladaptation n'ont rien compris à l'ampleur du réchauffement climatique à venir. En France, le nombre de jours de canicule est en train d'exploser. Météo France s'attend à 5 fois plus de jours de vagues de chaleur à l'horizon 2050 et 10 fois plus en 2100. Prenons Lyon. Jusqu'à maintenant, il y avait en moyenne par an seulement 14 nuits caniculaires à plus de 20 degrés. Les projections pour 2050, c'est 25 à 42 nuits. 42 nuits, c'est épuisant pour un organisme. À Marseille, en 2100, Météo France envisage 80 nuits caniculaires par an, 120 pour le littoral méditerranéen. Un tiers de l'année. Alors, clim ou pas clim? C'est fascinant de voir que l'on accepte socialement de chauffer une passoire thermique ou même un appartement ou une maison, mais pas de se refroidir. Ce n'est pas rationnel. Bien que la loi interdit normalement de chauffer à plus de 19 degrés chez soi, dans notre société, on considère normal de chauffer à 21, 23 degrés, alors qu'il suffirait de rajouter des couches et des vêtements techniques pour vivre confortablement à, attendez-vous bien, 15 degrés comme je le fais et comme je l'explique dans cette vidéo. Mais quand il fait trop chaud, là c'est plus compliqué. On ne peut pas enlever des couches. Par exemple, je n'ai jamais mal dormi à cause du froid. Par contre, en période de canicule, je dors très mal à cause de la chaleur dans ma chambre. Dans une maison bien isolée, on dépense environ 3 fois plus pour chauffer la maison à 19 que pour la refroidir avec la clim à 26. Regardez la relation entre température et mortalité. Dès 25 degrés sur Paris, elle flambe, justement par un manque de climatisation. Regardez la surmortalité en Europe en 2022 à cause de la canicule. Sans parler de mortalité, on voit également une baisse de productivité sévère au-delà de 25 degrés. Et quand on atteindra régulièrement des 44 degrés, ou même des 50 degrés, on va dire non longtemps à la climatisation? Un peu de sérieux, la question n'est donc pas pour ou contre la clim, mais comment l'utiliser de façon la plus écologique possible. Oui, la climatisation réchauffe les villes, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'étude avec un modèle de simulation vraiment bon qui permet de vraiment mesurer l'impact si tout le monde avait la clim. Mais malgré cet inconvénient, d'après moi, la balance penche nettement vers le droit de se refroidir qui me paraît plus vital que de se réchauffer. Je comprends quand même le raisonnement de ceux qui redoutent que si tout le monde se climatise, personne ne fera plus d'efforts pour atténuer le réchauffement climatique. Parce que j'ai par exemple le poissonnier de mon village, quand je lui parlais de la canicule, il me disait « Oh, vous savez, moi j'ai la climatisation et une piscine, donc tout va bien ». Et j'imagine que personne n'est épanoui à s'enfermer chez soi pour éviter la chaleur. Par contre, comme on est choqué aujourd'hui par les Français qui ne peuvent pas se chauffer l'hiver, le bon débat politique devrait être comment on protège les plus pauvres et les plus sensibles face à ces vagues de chaleur. Je suis un élu responsable de l'urbanisme de ma ville. J'essaie au maximum de suggérer aux architectes et aux promoteurs de construire des immeubles avec des appartements traversants pour pouvoir justement privilégier l'aération naturelle. J'avoue, sans aucun succès. J'essaie de leur faire réaliser que dans le sud de l'Espagne, les constructions sont faites avec des petites fenêtres pour lutter contre la chaleur justement. Mais les clients veulent des grandes baies vitrées. Tous les projets, je dis bien tous les projets que j'ai vus sur ma métropole, aucun ne prend en compte les futurs 50 degrés. Les architectes reconnaissent qu'ils ne prennent pas en compte les futures températures. Vous savez le pire, les promoteurs ne peuvent même pas ajouter une climatisation, car autrement ils ne seront pas conformes à la RE 2020 qui limite les dépenses énergétiques d'un immeuble. Ils ne peuvent même pas prévoir les gains pour une future climatisation, car ils se feraient retoquer au moment de la conformité. Et pourtant, 6 mois après, j'ai les habitants qui me demandent de rajouter une clim en façade, et ça ils peuvent, et c'est super laid.
Bref, dans les faits, sans loi et normes, avec moi, j'ai peu de levier pour faire le mieux possible pendant la phase de construction. Alors oui, un bon urbanisme peut améliorer la situation. Lutte contre les îlots de chaleur, la végétalisation, la hauteur des bâtiments, la forme et la taille des rues, la couleur, etc. Mais tout ça, ça prend du temps et souvent c'est impossible à modifier à part raser un quartier et tout refaire. Là, je me suis mis aussi comme mission que l'on prenne en compte sur la commune les courants d'air dans les axes de construction pour que la ville se rafraîchisse mieux le soir. L'isolation est aussi vue comme un sacré avantage pour résister au chaud. Eh bien, là aussi, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Jonathan a fait une simulation pour une maison mal isolée en rouge et bien isolée en bleu. On voit le net avantage de l'isolation, il n'y a pas photo. Mais on voit aussi qu'au fur et à mesure qu'une canicule s'installe, le logement bien isolé finit fatalement par s'aligner avec la température moyenne extérieure. Et si vous regardez attentivement, l'isolation freine la redescente en température la nuit. C'est logique car l'isolation marche dans les deux sens. Elle empêche la chaleur d'entrer, mais aussi de sortir. Donc on se retrouve parfois avec une température la nuit plus chaude dans une maison bien isolée que mal isolée. La solution est donc d'empêcher cette chaleur d'entrer. Sur ce graphe, Jonathan montre en orange la température extérieure, en jaune la température intérieure. En rouge, on voit l'impact si on ferme les volets en journée, surtout ceux de l'ouest et de l'est. On voit l'effet direct car les menuiseries sont un très gros facteur de surchauffe. Et en bleu si on surventile, c'est-à-dire si on ouvre en grand les fenêtres aux heures les plus fraîches de la nuit, le mieux c'est vers 3-4 heures du matin. Dans cet exemple, on reste régulièrement en dessous de 26 degrés pour dormir. Donc occulter les fenêtres et ventiler, c'est super important. Ça fait quand même 11 degrés d'écart entre avoir de bons gestes et ne rien faire. Je vous invite donc de d'abord investir dans la protection solaire avant de mettre une climatisation. Ah oui, il y a un petit piège. On a l'impression que de créer un courant d'air comme le faisait ma grand-mère la journée est une bonne idée. Mais en fait non, ça augmentera la température intérieure in fine. Il faut mieux mettre un ventilateur sans ouvrir les fenêtres. Autre chose, il ne faut pas non plus surévaluer la surventilation nocturne. Quand les nuits restent trop chaudes, et ce sera de plus en plus le cas, ou qu'il n'y a pas un brin de vent, ou qu'ouvrir est impossible à cause du bruit ou pour des raisons de sécurité, ça ne fonctionne plus aussi bien. Avant de partir tout de suite sur la solution climatisation, il y a la possibilité d'utiliser un ventilateur. Les ventilateurs sont efficaces pour améliorer le confort thermique en augmentant l'évaporation de la sueur sur la peau, ce qui aide à refroidir le corps. Cependant, leur efficacité dépend de plusieurs facteurs, notamment la température ambiante et le niveau d'humidité. On peut voir sur ce graphe qu'en général, les ventilateurs peuvent être efficaces pour refroidir une personne tant que la température ambiante reste inférieure à environ 32 degrés. Au-delà de cette température, l'efficacité des ventilateurs diminue considérablement, car ils déplacent de l'air qui est lui-même très chaud. Néanmoins, pour une personne en bonne santé, le ventilateur reste une bonne solution pour passer une canicule. Mais en vrai, pour combien de temps encore? On me parle aussi souvent du puits canadien. Jonathan, par son expérience de thermicien, est très sceptique sur cette solution. C'est cher, peu efficace, plus complexe que ça en a l'air, et de potentiels risques sanitaires si c'est mal fait. Mais la clim, ça consomme beaucoup d'électricité, non? Allô, Jonathan? Oui, Eric. J'ai besoin de calculs. Ouais, pas de problème, je te fais ça. Ah, ils sont sympas, ces Savoyards quand même. Alors voici les calculs qu'il a fait pour cette maison toute mignonne de 104 mètres carrés. Il a ensuite pris un fichier météo un peu vénère du type ce qui va nous arriver dans 15-20 ans. Consigne de clim à 26 degrés. Dans le premier cas, la maison est mal isolée. Pas d'isolation en mur et au sol et faible en toiture. Un vieux double vitrage. Pas d'utilisation des volets et de surventilation nocturne. Bing, 1364 kWh de consommation à l'année, soit environ 270 euros. La même maison, mais on fait les bons gestes, 944 kWh, soit environ 190 euros. On a gagné 30% de conso quand même. Ensuite, la maison, cette fois bien isolée, à mi-chemin entre RE 2012 et RE 2020, sans effort d'usage, 826 kWh, soit 165 euros. Avec une surventilation, on ne baisse que de 24 kWh, parce qu'avec le fichier que l'on a pris, effectivement, dans quelques années, la nuit ne sera pas assez fraîche pour que la surventilation soit efficace. Et si on occulte avec les volets et store, là par contre la consommation devient très faible. 360 kWh à l'année, soit 72 euros. Donc vous voyez, dans un habitat moderne, c'est pas beaucoup comme consommation. Bon, et maintenant, si on met la consigne à 21 degrés, comme certains font, d'un seul coup, la facture flambe à 1421 kWh, soit 284 euros, soit 4 fois plus qu'à 26 degrés. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée.
Climatiser toute une maison, c'est de la gabegie, de la dépense énergétique inutile. J'ai personnellement mis une climatisation chez moi, mais dans une chambre de 12 mètres carrés sous les toits pour bien dormir. Si on fait le même choix que moi, d'un seul coup, on ne consomme plus que 101 kWh sur un an, soit 20 € par an. Et si dans la journée t'as trop chaud, tu vas lire un bouquin dans ta chambre et tu te rafraîchis en évitant de climatiser 100 mètres carrés pour rien. Mais attention, parler en quantité d'électricité consommée ne dit rien de l'impact carbone de celle-ci. Regardons ça. L'été, le soleil est notre ennemi, sauf pour la production solaire grâce aux panneaux solaires qui produisent à fond de mai à septembre, justement quand on a trop chaud. Donc clim et panneaux solaires est un combo qui fonctionne super bien. Avec 2-3 panneaux solaires environ sur ton toit, tu fais tourner une clim. Vous allez me dire, oui, mais là, s'ils produisent en journée, quand on n'est souvent pas à la maison. Mais attends, est-ce que ça marcherait de refroidir l'habitat en journée pour ne pas avoir trop chaud au moment où on rentre du travail et qu'on se couche? Jonathan! J'ai besoin de calcul, s'il te plaît. Oui, ça vient, ça vient. Mais alors, regardons les résultats pour une maison bien isolée. Comme d'habitude, en orange, la température extérieure, ici, une canicule. En rouge, c'est le comportement thermique de votre maison si vous mettez la clim de 18h à minuit. Elle se réchauffe en journée et dès que vous mettez la clim, la température chute pour remonter quand vous l'arrêtez. En bleu, on voit l'évolution de la température intérieure si je fais tourner la clim de midi à 18h. On voit l'efficacité de la clim avec une consigne à 25. Ce que l'on cherche à voir, c'est la température qu'il fera au moment où l'on se couche après que j'ai arrêté la clim à 18h, car mes panneaux ne produisent plus assez. Et bien ici, on voit qu'on aura une température dans notre chambre entre 26 et 27 degrés quand je vais me coucher. Parfait. Il est donc efficace de faire tourner votre clim avec vos panneaux solaires au moment où ils produisent. Le raisonnement que je viens d'avoir est exactement le même, même pour ceux qui n'ont pas de panneaux solaires. Car le mix électrique de notre pays l'été sera fortement alimenté par du solaire. Regardez, de midi à 18h, il est très décarboné. Donc faites tourner votre clim avant la forte hausse de consommation du soir dans le pays. Bon, ce que je viens de dire est vrai pour une maison bien isolée. Regardons comment ça se comporte dans une maison mal isolée. Là, les courbes sont très différentes. On voit en bleu que cette fois, à minuit, il va à nouveau faire 28, 29, même 31 degrés au moment où on se couche. Avec un logement bien isolé, vous aurez un impact quasi nul. Bon, si vous avez une passoire thermique, oubliez tout de suite. Bref, je vous invite à tester cette solution chez vous. On consomme la clim en été et pas en hiver. Logique. Ça tombe bien, le réseau est bien plus décarboné en été. La conso des clims françaises est moins gênante pour le réseau électrique que la conso de chauffage parce qu'elle est quasi en phase avec le solaire photovoltaïque. Regardez le réseau français en période de chaleur. Vous voyez cette tête d'hibou? Elle est due au solaire, ou plutôt due au trop-plein solaire en Europe. On a une tête d'hibou car une partie du solaire produit n'est pas injectée sur le réseau. Vous pourriez penser qu'au contraire, on devrait exporter à fond. Eh ben non, c'est souvent même l'inverse. Car quand il fait beau chez nous, très souvent il fait aussi beau en Espagne ou en Allemagne, qui eux ont besoin d'exporter souvent même à prix négatif leur trop-plein d'électricité issu du solaire. Ça impose à notre nucléaire de s'effacer de l'ordre de 5 à 10 réacteurs nucléaires. Donc si à ce moment-là vous utilisez une climatisation, son impact sur le réchauffement climatique est quasi nul, voire nul. Je mets de côté évidemment les gaz frigorifiques qui sont utilisés dans la climatisation et qui ont un fort impact climatique, surtout si vous gérez mal sa maintenance. Car oui, le principal impact de la clim en France, c'est les fuites de gaz réfrigérants. Jusqu'à 30% de fuites chaque année. Des gaz qui ont un pouvoir réchauffant jusqu'à 2000 fois plus que le CO2. C'est super important. Si vous entretenez votre climatisation tous les 2 ans, l'impact de votre clim chute drastiquement. J'ai lu que réduire les fuites de HFC pourrait réduire le réchauffement en 2100 de 0,5 degrés. C'est énorme! Les pro-clim évacuent trop facilement cet impact car on a des clims avec des gaz bien moins nocifs qui arrivent. En attendant, ce n'est pas le cas en majorité et on a un parc installé en utilisation. Donc je vous en conjure, faites bien réviser votre clim. Revenons au réseau. J'ai dit tout à l'heure que la clim et le solaire sont quasi en phase. Quasiment en fait, car en vrai on voit un décalage. Les personnes rentrant chez eux après le travail, il y a une consommation de la clim de 18h à 22h, alors que la production solaire baisse à ce moment-là. Donc si on veut réduire son impact, il faut minimiser l'utilisation de la clim pendant cette période, par exemple en la démarrant un petit peu avant. Être flexible est la clé en fait. Avec le blackout en Espagne, vous avez pris conscience du défi de stabiliser un réseau. D'après une étude de l'Université de Michigan, si les locataires d'un lieu avec climatisation acceptent que l'opérateur mette en pause la clim pendant un petit moment, ce serait un levier important pour stabiliser un réseau. Et ça se développe par exemple déjà comme à New York.
D'après moi, la climatisation est surtout utile au moment où l'on se couche. Est-ce gênant d'utiliser le réseau pour faire tourner la clim à ce moment-là? J'ai pris au pif une journée d'été à 23h45. On voit que 99% de l'électricité est décarbonée. Et on se situe autour de 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc si vous faites tourner votre clim pendant 1 heure dans votre chambre pour vous endormir, ça sera environ 20 grammes de CO2 émis. Soit ce que dégagerait votre voiture essence pour parcourir, attendez bien, 150 mètres. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai regardé en période de canicule cette année ce que ça donnait. On voit le soir les centrales à gaz se mettre en route, en rouge sur le graphe, pour compenser l'hydraulique qui produit bien moins que dans le cas précédent. Je suppose à cause d'un manque de pluie suite à cette longue canicule. On voit que l'électricité n'est pas du tout carbonée de midi à 16h, donc vous pouvez y aller avec la clim à ce moment-là. Et on a le soir une électricité à 52 grammes par kilowattheure au moment du dodo. Donc si vous mettez la clim que dans la chambre, pendant 1 heure, ça fait 86 grammes. Ce qui fait 645 mètres en voiture. Alors oui, si tous les Français ont une climatisation, ce sera forcément un peu plus, mais pas tant que ça non plus. Regardons ce que la généralisation de la clim impliquerait. D'après Carbone 4, si tout le monde avait un système de climatisation, alors le besoin énergétique serait environ 10 fois inférieur à celui actuel pour le chauffage l'hiver. Et si en plus vous suivez mes recommandations, le déploiement généralisé de la clim n'aura pas un impact important. Car je rappelle que le coût carbone du réseau électrique en France est surtout dans sa construction. Et donc le solaire, l'hydroélectricité et le nucléaire ont un coût carbone à l'utilisation quasi nul. Et 2, dans la gestion de la pointe pour laquelle on fait appel aux centrales à gaz et charbon comme on a vu tout à l'heure. Mais ça, généralement, c'est plutôt l'hiver. Donc si vous voulez faire des efforts pour réduire votre impact carbone, ce n'est pas en n'installant pas la clim, mais en faisant des efforts pour ne pas faire rentrer la chaleur et surtout sur votre température de chauffage l'hiver. Le confort d'été est quelque chose de dynamique. Chaud le jour, plus frais la nuit. Le gros inconvénient de la clim, c'est que tu gommes tous les problèmes de chaleur avec une machine, et donc les personnes basculent trop sur un régime permanent, évitant de diminuer les apports solaires et mettre une consigne de température fraîche toute la journée. Si vous installez une climatisation, que ça ne vous dispense pas de faire les efforts que je vous ai expliqués. Finalement, le vrai problème de la clim, c'est comme pour le chauffage, c'est son utilisation démesurée, pas le fait d'en posséder une. Là aussi, s'il vous plaît, ne climatisez pas n'importe comment. Le débat actuel sur la clim dans les médias, et surtout sur Twitter, est complètement affligeant. Ça tombe même à la guerre des clans RN libéraux contre écologistes. L'État en plus est frileux dans ses annonces. La France a un retard immense avec très peu de clim installées. Mais en fait, il faut comprendre que c'est une chance immense, car on a une page blanche sur l'adaptation à compléter intelligemment. On peut créer des emplois, de nouvelles technos, réinventer la ville, réinventer les espaces publics. Comprendre que la climatisation, c'est une opportunité pour développer le solaire et l'autoconsommation. Comprendre qu'installer une climatisation, ce n'est rien d'autre qu'une pompe à chaleur qui est aussi un système performant de chauffage l'hiver, ainsi réduire notre dépendance au gaz. Comprendre que les PLU et les architectes sont à la rue pour mieux construire. Comprendre que les normes comme la RE 2020 ne prend pas bien en compte du tout le confort d'été. Comprendre que plus la température montera, moins les pompes à chaleur RR seront efficaces. C'est pourquoi je milite pour que l'on installe des systèmes sur source froide en prenant la source dans le sol, dans l'eau et dans les réseaux de froid. Et bien sûr, développer massivement les réseaux de froid. Bref, c'est en restant dans la querelle de clocher que l'on n'avance pas sur ces sujets. Et que du coup, on voit fleurir des clims de partout sur les façades des immeubles. Un immense merci à Jonathan qui a passé un temps fou à vous faire ses calculs. Merci aux fidèles de cette chaîne et pour ceux qui participent au Tipeee pour une écologie efficace. Merci pour le pouce en l'air, les partages, les abonnements parce que c'est super utile. Et n'oubliez pas que la meilleure action que l'on puisse faire pour gérer les canicules, c'est de réduire drastiquement les émissions de CO2. Donc là, les pro-clim, merci d'être cohérents en faisant un effort sur vos émissions. Merci. Allez, bisous! Putain, faut être con pour tourner un jour de canicule.